Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Rémi de Merseman de recevoir Richard Jabot et Delphine Gibassier, deux chercheurs d'Audencia, avec qui on va discuter du lien entre recherche et pratique économique en matière de RSE. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Delphine, peut-être? Alors, bonjour à tous, Delphine Gibassier, je suis professeure de comptabilité du développement durable à Audencia et titulaire de la chaire Performance Globale Multicapitaux et directrice académique du MBA Chief Value Officer. Et alors, quant à moi, je suis aussi chercheur à Audencia, chercheur postdoc, en fait, postdoctorant, et je travaille avec Delphine dans la même chaire gérée par Delphine. Alors Delphine et Richard, vous avez été tous les deux en contrat CIFRE, comme on dit. Donc ce contrat aidé qui permet aux entreprises d'accueillir un chercheur en leur sein pour des activités de recherche et développement. Donc vous avez donc pratiqué ce lien au quotidien entre recherche et pratique économique RSE. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience? Alors, pour l'avoir vécu en fait, sur le terrain avec, on va dire avec vous, c'est une expérience qui est très riche et qui est dans notre champ de recherche qui est en fait plutôt rare, puisque c'est ce qu'on appelle de la recherche-intervention ou de la recherche-action en fait. Et c'est un type de recherche qui a deux objectifs. Le premier, c'est de répondre à une question opérationnelle, managériale de l'entreprise dans laquelle on intervient. Et puis, en parallèle, c'est également du côté du chercheur de développer le savoir et donc d'amener une nouvelle connaissance. Donc, il y a ces deux dimensions. Donc, c'est plutôt rare parce qu'il faut trouver le terrain. Et dans notre cas, c'était encore plus rare parce que c'était avec une PME, et on va dire une toute petite PME, ce qui est encore plus rare. Delphine, je pense, va parler de son expérience avec un grand groupe, et les grands groupes ont beaucoup plus l'habitude de gérer ce genre de contrat CIFRE, qui est en fait un contrat tripartite, hein, qui est un contrat qui lie l'entreprise avec le chercheur, bien entendu, et aussi avec son laboratoire de recherche. Donc, dans le cas présent, c'était le laboratoire de TBS, de Toulouse Business School. Donc voilà, donc c'est une expérience qui est riche, qui est rare par le fait qu'en fait elle engage sur une durée, puisque c'est un contrat qui couvre en fait les 3 années finalement de la recherche, même si physiquement le chercheur n'est pas présent pendant les 3 ans pour l'entreprise. Donc ça c'est en fait c'est un accord qui se règle finalement en début de CIFRE entre les trois parties du contrat pour savoir la répartition finalement entre le temps opérationnel et le temps de la recherche. Effectivement, les chiffres, c'est quelque chose qui existe depuis, si je ne me trompe pas, au moins les années 70 et qui est une aide de l'État à la recherche, pour faire simple au départ. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé pour les sciences dites dures. Donc, il y a beaucoup de chiffres en laboratoire de recherche dans toutes sortes d'industries. Et il y a quelques années, ils ont voulu développer des chiffres en sciences de gestion ou en sciences sociales aussi, parce qu'il y a aussi des chiffres en droit, par exemple. Et c'est vrai que c'est plutôt une rareté et à la fois c'est une vraie richesse, mais c'est quelque chose qui, on va dire qu'il y a des fad and fashion aussi en recherche. Donc, il y a quelques années, il y avait eu toute une tendance à la recherche-action, notamment aux États-Unis, qui était reconnue comme un mode de recherche plutôt bienvenu, c'est-à-dire travailler avec les entreprises et en faire de la connaissance derrière. C'était quelque chose qui avait une certaine voilà, reconnaissance. Et puis, pendant plusieurs années, ce type de recherche a eu aussi moins de reconnaissance parce que dite trop appliquée. Alors qu'aujourd'hui, c'est en train de revenir en grâce, notamment parce qu'on cherche à avoir de l'impact, que les écoles sont de plus en plus poussées à avoir ce type de recherche. Moi, quand j'ai fini ma thèse en CIF, donc c'était il y a quelques années, on m'a dit donc c'est une thèse appliquée. Quelque part, c'était pas de la vraie recherche pour la personne qui le disait.
C'est assez étrange parce qu'en fait, généralement, les recherches issues de ces terrains-là sont celles qui ont le plus de qualité et donc mes travaux ont eu des prix à cause de ça aussi. Parce que la qualité de la relation qu'on peut avoir avec le terrain et la richesse des données qu'on peut avoir en étant présent au quotidien et en faisant avec l'entreprise n'a rien à voir avec une observation non participante ou même des entretiens qu'on pourrait faire en étant complètement en dehors d'un terrain qu'on vivrait au quotidien. Après, c'est des choix et moi, je continue à les faire. La chaire, ça représente les mêmes types de choix. Les doctorants que j'ai actuellement font des terrains très longs. C'est un choix qui peut paraître un peu coûteux en termes de carrière académique, puisque plus les terrains sont longs, plus on publie lentement et plus on met potentiellement un bout de sa carrière en danger, puisque nous, on est considéré par rapport, non pas à la qualité, mais une certaine qualité, mais surtout une quantité de papier émise. Donc, il faut savoir prendre de la hauteur par rapport à ça et tout en jouant les règles du jeu académique. Pour moi, la qualité et la profondeur de la recherche est plus importante. Donc, la thèse de Richard que j'ai suivie était la première thèse que je suivais en CIF après la mienne et après des terrains de recherche-intervention. Toutes les thèses que je suis actuellement sont des thèses soit en CIF, soit en terrain long d'une quinzaine de mois, comme ce que j'ai pu faire et comme ce que Richard a fait. Pour moi, c'est indispensable. Et puis, en dehors de la recherche, il y a quand même plusieurs choses derrière. Il y a le réseau qu'on se fait pour des terrains supplémentaires, la crédibilité qu'on acquiert auprès des étudiants et la crédibilité qu'on acquiert aussi auprès de gouvernements, standard setters, médias. Donc, c'est pas... Il y a beaucoup de choses positives autour d'un long terrain comme un terrain CIF qu'il ne faut pas oublier il n'y a pas que du temps long négatif, il y a pour moi une richesse inestimable dans ces terrains-là. Vous avez utilisé deux termes, recherche-action et CIFRE, pour essayer de simplifier. La recherche-action, c'est le chercheur est réellement comme un salarié de l'entreprise, même s'il n'est pas tout le temps, et bien entendu Richard disait, pas tout le temps présent, mais considéré comme un salarié de l'entreprise, donc il travaille pour l'entreprise, il va développer un service, une réflexion, quelque chose qui va permettre d'être vendu par l'entreprise après. Et la convention CIFRE, ça veut dire que l'État prend en charge une partie du salaire du chercheur dans ce cadre-là, qui permet à l'entreprise de réduire cette dépense, ce coût pour elle. J'ai cru comprendre que c'était plutôt rare dans les TPE et les PME. Pourquoi? Parce que ça reste un coût qui est quand même trop élevé ou parce que c'est une recherche qui doit être tellement poussée qu'elle est trop peu applicative pour certaines sociétés? Je pense que c'est plutôt une question de connaissance. Je pense que quand j'en avais parlé à Cécile, ce n'était pas forcément quelque chose qui était même connu. Et alors, là, je vais reprendre juste un point. La recherche-action, c'est plus vaste que juste les CIF. Moi, je fais des recherches-actions. Aujourd'hui, je ne peux plus faire de CIF puisque j'ai déjà un doctorat. Donc, quand je fais de la recherche-intervention, recherche-action, soit je me sers de ma chaire aujourd'hui, qui est un véhicule où on a une aide de l'État à travers le mécénat, où on peut faire des terrains longs à travers un partenariat avec des entreprises. Et on le fait aussi d'ailleurs avec des PME. Et, Pardon, ça veut dire que dans ce cadre-là, même en dehors du CIF, tu peux travailler en action avec une TPE, ce qui va servir à la TPE pour qu'elle puisse vendre ensuite le fruit de ce travail-là. Et en même temps, ça c'est validé par l'université et c'est dans le cadre de l'université. C'est bien ça dont on parle. Oui, exactement. Il y a d'autres moyens. Il y a aussi du consulting, entre guillemets. Donc, ça c'est aussi de la recherche-intervention. Dans certains cadres, on peut utiliser du crédit impôt recherche. Et puis, il y a aussi du pro bono. Moi, je le fais parfois, c'est-à-dire je travaille gratuitement pour des projets qui sont intenses en recherche et qui nécessitent et qui sont intéressants pour moi derrière. Donc, on a différentes façons d'intervenir en recherche-intervention qui peuvent être prises. Mais pour moi, le cadre TPE-PME, c'est pas du tout une question de c'est moins intéressant, pas possible. Non, c'est juste que souvent, on n'ose pas faire appel à ou on ne sait pas que c'est possible de faire appel à une certaine aide pour ce genre de travaux. Mais au contraire, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de travaux avec les PME, aussi avec l'aide de l'ADEME. Richard avait participé à ce projet-là aussi. Aujourd'hui, on a dans la chaire, on s'est servi entre guillemets de PME cobaye pour notre modèle multicapitaux. Donc voilà, c'est au contraire les bienvenus. Et on a des réseaux de PME, souvent, c'est comme ça que ça marche, qui nous contactent en tant que chercheurs
Et du coup, on a accès non pas à une PME qui toute seule pourrait se sentir un peu démunie à aller voir une école ou une université, mais le réseau nous contacte et on active à ce moment-là un travail à travers ce réseau. Et ces réseaux sont constitués, sont formalisés. Il y a un endroit où on sait quelles sont toutes les thématiques traitées par toutes les universités de France. Enfin, comment un dirigeant ou un salarié de TPE-PME peut identifier le bon interlocuteur à contacter. Je tape sur Google chercheur et je trouve chercheur.com, la liste de tous les chercheurs. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Je sais pas si Richard il a d'autres idées, mais nous aussi, pour nous faire connaître en tant que chercheurs, c'est pas forcément évident, surtout des chercheurs qui ne feraient pas peur parce que malgré tout, on continue à faire peur parce que trop perché, parce que on ne sait pas si on est accessible ou etc. Donc, nous, on se sert dans la chaire à Audencia beaucoup du réseau LinkedIn sur lequel on fait pas mal. On a une page et on met en avant nos travaux. On fait des webinaires et on actionne les réseaux locaux, en fait. Audencia, mais toutes les écoles ont un réseau et une histoire ancrée. C'était le cas de Toulouse Business School quand j'y étais. Ça fait souvent 100 ans qu'ils sont sur le territoire. Ils ont leur réseau et ça nous permet d'accéder aussi et de se faire connaître. Mais tous les chercheurs n'ont pas envie de le faire non plus. Donc, c'est peut-être aussi là que le décalage peut se faire. C'est que à la fois, les entreprises n'osent pas toujours et à la fois, certains chercheurs ne souhaitent pas toujours. Donc, il faut trouver le bon terrain d'entente. Après, je crois que l'ANRT propose une banque de chiffres. Donc, en fait, c'est les entreprises qui viennent déposer des offres de projets, en fait. Donc, les chercheurs ou les jeunes, les futurs doctorants qui veulent s'engager dans la recherche peuvent venir voir là. Il y a une banque, en fait, de propositions pour des contrats chiffres, en fait. Mais c'est, comme disait Delphine, c'est effectivement beaucoup orienté sciences dures, on va dire. Donc, dans ce qu'on fait, c'est un petit peu plus rare. Moi, ce que j'ajouterais, ce que je trouve intéressant et qui est vraiment une opportunité qu'on a pendant la thèse, c'est ce temps long de la présence sur le terrain. Parce que je ne m'imagine pas maintenant, enfin, en étant dans une université ou dans une école, et donc il y a des cours à assurer, pouvoir passer les 14 ou les 16 mois que j'ai passés avec vous quasiment au quotidien, ça me paraît pas possible. Je ne sais pas si Delphine a des idées pour gérer ça une fois qu'on est en fait en poste, mais cette richesse-là, en fait, on l'a pendant ce temps de thèse. Et en lien avec la recherche, intervention, recherche, action, je pense que cette dimension temporelle, pour moi, elle est fondamentale. Parce qu'on l'a bien vécu tous les trois, enfin tous les quatre, Delphine un petit peu moins parce qu'elle n'était pas là au quotidien, mais on a bien vu comment notre travail, comment nos relations ont évolué pendant ces 16 mois. Et donc l'échange, le fait de s'affecter mutuellement, en fait, ça prend du temps, en fait. Et je trouve que le contrat chiffre offre cette durée, cette capacité d'échange. Effectivement, quand on fait de la recherche avec de l'observation non participante ou des entretiens, bon, on est là une journée, 2 journées, on a 2 heures d'entretien, on peut collecter de l'information, mais on n'a pas cette capacité à être affecté ou à affecter dans le temps, en fait. Ben, je vais te dire peut-être par rapport aux chercheurs qui sont en poste, comment ça se passe quand on est… moi, ça m'a beaucoup frustrée de ne plus pouvoir faire autant de terrain quand je suis sortie du cycle. Ben, l'une des choses possibles, c'est quand même d'avoir des thèses, donc de suivre des thèses qui eux-mêmes ou elles-mêmes sont en chiffres ou en terrain long. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de trouver un accord avec son institution pour réduire un temps d'enseignement qui devient un temps de recherche pour continuer à faire des terrains longs. C'est ce que j'ai réussi à faire certaines fois. Et puis le troisième point, c'est que on commence à voir apparaître des congés de recherche ou de réappropriation d'un sujet. Donc, je vois des collègues qui sont repartis 6 mois à faire des mini-stages en entreprise. Alors, parfois, c'est pour la pédagogie, c'est pas que pour la recherche. Mais comme quoi, voilà, il y a des solutions qui commencent à émerger, mais
Mais c'est vrai que tout ça, ça fait 11 ans que je suis dans la recherche et on voit que les choses évoluent au fur et à mesure que la nécessité d'avoir un lien et un impact se fait de plus en plus ressentir auprès des institutions, des écoles de commerce aujourd'hui, notamment avec les accréditations et les élèves et les étudiants et les entreprises qui commencent à dire, voilà, faisons un lien un peu plus fort parce qu'on a besoin de vous et vice-versa. Alors vous travaillez tous les deux, alors je vais être caricaturale, je suis néophyte dans la comptabilité verte. Vous nous en direz peut-être un petit peu plus en étant peut-être un peu plus précis. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dire à nos auditeurs qui sont salariés, qui travaillent dans le domaine de la RSE et aux chefs d'entreprise de votre objet de recherche? Est-ce que ça peut, à court, moyen ou long terme, apporter à leur pratique quotidienne et donc à des mesures RSE qu'ils pourraient mettre en œuvre? Bah, peut-être en partant finalement d'une partie de ma thèse donc liée au travail de CIFRE donc sur votre terrain, je pense qu'un moi, des points qui m'a le plus marqué, c'était peut-être que il faut sortir de cette recherche de chiffres, de données particulières, d'une mesure de la performance avec une dimension ou plusieurs dimensions et avoir des outils. Et je pense que c'était un des intérêts de l'outil qui a été construit et qui vit encore, qui a bien évolué, mais qui vit encore et toujours, c'est d'être plutôt une source finalement de débat. Et donc de dépasser finalement le fait de s'arrêter à une donnée chiffrée qui se veut scientifique, mais qui peut être toujours déconstruite et critiquée, et de partir de ça pour avoir une base de quelque chose finalement de beaucoup plus politique, et donc de permettre d'amener différentes dimensions conflictuelles au niveau de la RSE dans l'entreprise, et de lancer ce débat-là. Et je pense que à mon sens, la réflexion derrière la RSE, elle est là-dessus, sur la mise en avant de sujets conflictuels, et donc de trouver des moyens pour y répondre sans forcément rester fixé sur une donnée ou sur une comparaison avec d'autres entreprises. Quand tu parles de débat, tu veux dire des choix. Moi, je me resitue du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a des choix de processus à faire, puisque on le sait, il n'y a pas un processus qui est toujours naturellement celui qu'il faut mener. Ce sont des choix de salariés ou de dirigeants de choisir tel ou tel processus. Et donc, quand tu parles de débat, tu dis ça, c'est ce que tu poses, c'est ça, c'est-à-dire de dire la RSE, la comptabilité est censée être quelque chose de mathématique, de cadré, de figé, qui laisse peu de place au débat. Or, grâce à ton travail, il est possible de faire des choix de processus et d'avoir un impact derrière mesurable, comptabilisable. C'est ça peut-être. Oui, et c'est l'idée de dire que penser que finalement on peut être bon sur toutes les dimensions de la RSE en même temps, ça me paraît tenir plus du mythe que d'autres choses, et qu'il y a donc des arbitrages à faire, et donc avoir des outils qui permettent de ne pas rester sur une seule dimension, mais d'en faire apparaître d'autres, de les comparer, de lancer une discussion entre un dirigeant et son équipe pour savoir vers quoi on va s'orienter. En fait, ça me paraît finalement la partie peut-être la plus importante. Et je pense que mettre en tension un certain nombre de sujets entre eux, c'est créateur de, alors pas de valeur, j'aime pas trop ce terme parce que je sais pas finalement ce qu'il y a derrière. Les entreprises adorent. Oui, elles adorent, mais moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait. Enfin, si, mais c'est plutôt avec Karl Marx, donc je suis pas sûr que tout le monde suive avec ça. Mais le fait qu'il y ait finalement des tensions, que dans l'entreprise, il y ait des gens qui vont jouer finalement l'avocat du diable, qui vont aller gratter dans un sens qui n'est pas forcément celui du dirigeant, etc., ça apporte, à mon avis, de la richesse, et ça permet d'ouvrir un certain nombre de possibles qui ne seraient pas ouverts si on se contentait d'une donnée chiffrée, fixée et arrêtée.
Je vais aller dans le même sens, mais un petit peu différemment. Mais ce qui m'embête un peu aujourd'hui dans la comptabilité verte ou multicapitaux, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir demander à quelqu'un de faire des chiffres, qu'on va pouvoir les appliquer dans son beau rapport RSE à la fin de l'année, même pour les PME. Hein. Je parle là de de PME à qui j'ai parlé dans la région, et que ça va surtout valider ce qui se passe maintenant. En fait, la comptabilité du développement durable, en général, c'est une comptabilité qui doit pousser à l'action et au questionnement et à la transformation. Donc, quand je vois là les PME ou les ETI présenter certains des résultats faits par des cabinets qui commencent à s'y mettre, je me dis, à part réappuyer des choses qu'ils ont fait avant, qu'est-ce que ça leur a permis d'avancer? Et souvent, on ne le voit pas. Ou de continuer, en fait. C'est vraiment une comptabilité qui doit amener à se poser des questions. Et j'appuie l'idée que, quoi qu'il arrive, quand on appuie sur un changement climatique, on va peut-être créer de la pollution sur l'eau ou appuyer de la pauvreté. Donc, il faut faire très attention au côté systémique des problématiques sur lesquelles on travaille. Donc, c'est un outil qui permet de la réflexion, d'avancer, de mettre en avant peut-être une certaine performance, mais pas que. Et il ne faut surtout pas prendre ça comme l'outil de satisfecit de ce qu'on a déjà fait. C'est ce qui m'embête un petit peu dans le cadre dans lequel ça peut être utilisé aujourd'hui. On a quand même beaucoup de chemin à parcourir, donc ça doit être un peu l'aiguillon du changement transformatif de demain. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, et on parle beaucoup de gouvernance aujourd'hui, d'entreprise à mission, de tout ça, une comptabilité, c'est un des points sur lesquels on peut appuyer, ou la mesure, quand on parle de vision systémique, c'est un point majeur, mais ce n'est pas le seul. Et donc, souvent, aujourd'hui, ce qu'on se dit quand on travaille avec les entreprises, c'est qu'il faut aussi la bonne gouvernance derrière. Si vous avez des dirigeants qui s'en contrefichent, ou qui ne sont pas formés à, ou qui n'ont pas la volonté de s'attacher à ça, ça ne marchera pas. Et à l'inverse, si les employés ne le veulent pas non plus, ça ne marchera pas non plus. Donc, voilà. Oui, c'est les deux, c'est les deux. Je vois Rémi qui fait des gestes, mais effectivement… Du montant et du descendant. Ça fait partie des sujets qu'on a abordés dans plusieurs émissions avec Cécile. On est absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas partir que du haut et s'impliquer à tout le monde, et vous devez faire comme ça. Et ça ne peut pas partir que du bas sans aucune adhésion du haut. C'est vraiment un travail de l'ensemble des parties prenantes, et c'est même autour. C'est-à-dire qu'on peut même aller sur les fournisseurs, les clients, etc. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Delphine. On voit fleurir depuis 6 mois beaucoup d'outils de reporting RSE où les entreprises sont fières d'aller afficher des bilans or ou des notes à 97% ou des machins, etc., qui vont dans ce sens-là et qui sont uniquement des outils de reporting. On a même au niveau des fonds d'investissement en ce moment qui sont obligés de prouver que leurs investissements sont ESG, puisque c'est le terme ESG, et donc des reportings, on demande de remplir des cases pour dire c'est bon, je suis bon. Et ce que tu dis, ton message en gros, c'est dire ça, c'est pas mal, mais ça sert à rien si derrière, en fait, on fait juste le constat de ce qu'on a fait, on ne sait pas comment on l'a fait, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, et surtout on ne sait pas ce qu'on fera ni pourquoi. C'est ça le message? C'est ça, et nous, dans la chaire, on a décidé d'utiliser une boussole qui n'est pas de nous, hein, qui est la boussole des limites planétaires et des fondations sociales de Kate Raworth, le Do Not, le fameux beignet que vous avez peut-être déjà vu en dessin, qui indique au moins une trajectoire ou une tendance, ou un endroit où on doit se situer, donc au-dessous des limites planétaires et au-dessus des fondations sociales. Et on le sait, c'est extrêmement difficile à arriver quand on est déjà un pays, donc quand on est une organisation, on sait très bien que c'est quasi utopique. Par contre, ça donne vraiment une étoile ou un endroit pour se dire voilà où est-ce que j'aimerais arriver, comment est-ce que je peux faire pour y arriver, parce que souvent les tensions entre le social et l'environnemental sont quand même très fortes. On le voit dans les pays, hein, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre dans les pays en développement. Et l'économique derrière. Économique, bien sûr, et donc du coup, c'est le triptyque qui est difficile, et c'est ça qu'on essaye de… Je ne sais pas si on peut dire que la compta résout, mais comme disait Richard, ça devient l'outil de discussion
Et avoir une étoile, c'est quand même pas mal parce que quand j'ai fait ma thèse, moi j'ai fait ma thèse dans une grande entreprise qui s'appelle Danone, quand ils avaient lancé leur première réduction, et ils le diraient très bien aujourd'hui, la première réduction, quand on dit on va faire moins 10, moins 50, moins 30, personne ne savait ni pourquoi ni comment. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus possible parce qu'on est sur des science-based targets, on est sur tout ça, même pour les PME d'ailleurs, ça existe, c'est ce qu'on a fait pour les 3 PME cobayes. Avoir une espèce de trajectoire, ça devient indispensable. Donc, c'est pour ça que c'est 97%, c'est pris, c'est tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas se satisfaire du statu quo parce qu'on peut pas, on peut tout simplement pas. Puis, je vais finir sur une note vraiment importante pour moi, c'est qu'il faut travailler en coopération. Il n'y a aucune PME et encore moins aucun grand groupe qui va réussir à travailler tout seul des problématiques. Donc, quand on est PME sur un territoire, quand on est grand groupe dans son secteur, de faire de la coopération pour résoudre des problèmes systémiques sur lesquels on n'a pas de prise en soi, même quand on est un grand groupe, c'est extrêmement important. Si on veut, donc, dans un PME sur un territoire, résoudre un problème de pollution sur un bassin versant d'eau ou sur, j'en sais rien, une pauvreté dans un quartier de sa ville, on ne le fera pas seul. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et donc, notre comptabilité, jusqu'ici, elle est organisationnelle. Elle n'est pas multi-acteurs. Et l'essentiel, ça serait de, par exemple, avoir une comptabilité territoriale ou au niveau d'une région qui permettrait à plusieurs acteurs sur un sujet, je vais prendre l'histoire de la pauvreté, de voir comment la pauvreté évolue parce qu'il y a une asso, une ville, 10 PME, des experts comptables et des avocats qui ont tous travaillé ensemble. Ça serait ça qui ferait un résultat intéressant. On l'a vraiment constaté, pardon Rémi, on l'a vraiment constaté quand on a étudié avec la Fondation Oikos les pratiques RSE dans les métropoles. On a vraiment fait le constat en fait que c'était ce collectif qui faisait émerger à Lille comme à Nantes des collectifs de dirigeants ont initié, développé ces pratiques et ensuite les métropoles ou la puissance publique s'est emparée de ces questions-là et a fait levier en intervenant. Donc vraiment, cette idée-là du collectif pour faire et pour aller plus loin, elle est, je crois, fondamentale. Alors, juste pour préciser, parce que Richard en a un peu parlé, et peut-être que toutes les personnes qui regardent l'émission ne le savent pas, l'outil dont parlait Richard tout à l'heure, sur lequel il a travaillé à nos côtés, est un outil qui permet à la fois de faire le bilan de où on en est et effectivement de pouvoir comparer ça aux urgences climatiques, urgences sociales, urgences sociétales, environnementales, et qui continue, pour aller dans le sens de ce que disait Delphine, qui continue à être travaillé pour pouvoir faire le lien avec les choix que tu appelais les débats, Richard. Il y a les choix de processus des entreprises pour pouvoir prédire et essayer d'estimer quelle peut être l'évolution de mon impact, de ma RSE, de ma performance globale, on l'appellera comme on voudra, en fonction des 15 choix que j'ai sur tel sujet. Eh bien, si j'ai un budget limité et que j'ai 15 sujets à aborder, eh bien, si j'affine un peu ce processus-là et puis un peu celui-là, je vais ajuster ma RSE comme ça pour pouvoir fournir cet outil prédictif aux entreprises pour ne plus être dans le constat de où j'en suis, mais pouvoir aider les dirigeants à faire des estimations de ce que peut devenir l'impact de l'entreprise en fonction des choix de processus, des débats, des décisions prises lors des débats. Voilà. Et effectivement, on a bien senti ce besoin-là, c'est-à-dire qu'au niveau des entreprises, on les rencontre depuis 6 ans maintenant, des entreprises diverses et variées, et depuis 1 an, beaucoup en numérique, et donc finalement beaucoup plus. Et on se rend bien compte que la grande majorité sont convaincus et intéressés à l'idée de faire le bilan de où elles en sont, et puis parfois ça leur est imposé, mais la plupart souhaitent savoir comment faire finalement. Parce que c'est bien, on fait le constat de ma présence génère une pauvreté quelque part parce que je surexploite, une pauvreté de ressources, une pauvreté humaine, mais comment faire? Quel est le choix? Quel est le bon choix? Et entreprendre, c'est choisir finalement. Donc voilà, pour juste confirmer que effectivement ce travail-là prend du sens pour pouvoir avoir un outil applicatif pour que les entreprises puissent passer du constat à l'action éclairée, à choisir et ne pas subir. Il y avait, si je me souviens bien, alors je ne sais pas où en est l'outil aujourd'hui, mais il y avait aussi une des dimensions qui était intéressante. Donc on a parlé donc d'avocat du diable, d'aiguillon, mais il y avait aussi,
crois que c'était d'ailleurs une image que tu avais amenée, Rémi, l'image du miroir, en fait. Et que donc l'outil devait aussi être là pour renvoyer une image finalement au dirigeant ou aux membres de son équipe pour qui se voient, puis amener peut-être des questionnements qui finalement, avec la base, je pense qu'on doit toujours être autour de 170, 16, peut-être 176 critères ou questions, amener des questionnements qui peut-être spontanément ou naturellement ne seraient pas venus à l'esprit du dirigeant en fait, et donc ça permet ça de réouvrir les possibles et de re-questionner des choses qui finalement seraient passées sous les radars parce qu'on serait resté dans une démarche beaucoup plus économique, beaucoup plus finalement classique. Donc il y avait aussi cet intérêt d'ouvrir l'esprit, et je pense que ça fait le lien avec ce que dit Delphine sur le fait de travailler aussi en réseau avec d'autres acteurs qui amènent ce genre aussi de questionnement. Cet aspect est très présent et on le voit puisque souvent les entreprises nous disent non mais ça ne me concerne pas. Et donc on leur dit ça ne concerne pas, répondez à la question en disant que vous ne savez pas ou que vous ne traitez pas et vous verrez bien. Et souvent elles s'aperçoivent qu'en fait l'outil leur dit vous êtes concerné en fait. C'est pas que ça ne vous concerne pas, c'est que vous l'ignoriez. Et donc ouvrez les yeux dessus et engagez quelque chose parce que c'est important pour la biodiversité ou pour vos salariés ou pour vos parties prenantes. Enfin, voilà. C'est effectivement l'intérêt de l'outil en 176 questions. Hein. On est toujours sur 176. On a essayé de rester cohérent et un certain temps, parce que s'il faut le temps de se l'approprier, c'est aussi l'intérêt d'ouvrir les yeux aux entreprises. Et donc, d'ouvrir les yeux, ça c'est je fais le constat, et puis de proposer des chemins. C'est l'étape suivante. Proposer les chemins. Oikos Impact doit viser à ça. Proposer des chemins et de choisir entre les différents chemins possibles pour pouvoir obtenir les résultats RSE, impact, performance globale, optimum, à la fois pour l'entreprise, mais aussi et surtout pour tout son écosystème, qu'il soit local, micro-local ou planétaire. Alors, pour terminer, Richard, tu parlais d'avocat du diable. On avait été frappé par ce qu'on appelait, nous, ton pessimisme, ce que toi, tu appelais ton éveil et ta connaissance. Lucidité. Et on a eu beaucoup de débats autour de ça. C'était passionnant. Est-ce que vous auriez quand même, avec votre regard de chercheur, tous les deux, une note d'optimisme à nous transmettre sur l'avenir de la planète et le rôle que doivent jouer les entreprises dans celui-ci? Quand je reprends mes notes, parce que je travaille toujours sur les articles, je reprends les chapitres de la thèse et je travaille dessus pour les transformer en articles pour viser des publis, on va dire, ou des soumissions à publication, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc, je reprends des notes et des fois, je tombe sur des citations de Cécile disant « Tiens, il faut être accroché quand on te voit en parlant de moi. » Mais je sais pourquoi, mais je l'assume. Et malheureusement, non, j'ai pas changé. Enfin, c'est presque même pire, je dirais. Quand on regarde sur la dimension du CO2, donc du changement climatique, il ne s'est rien passé. Les dernières données, il y a eu effectivement une baisse de entre 6 et 7% des émissions liées à la crise du Covid en 2020. Mais dès le décembre 2020, les émissions du mois de décembre 2020 étaient supérieures de 5% aux émissions de décembre 2019. L'OCDE vient d'annoncer une croissance de 5%, une croissance mondiale de 5%, etc. Donc, on est toujours dans le même schéma. Je pense que les leçons sont pas tirées. Et moi, c'est ce qui m'avait amené en fait à faire ce travail de recherche puis à travailler avec vous. C'était de partir du constat, de dire oui, il y a des notes, il y a des 97%, tout le monde fait du super boulot, il y a les engagements, il y a plein de textes qui sortent, etc. Il y a des chartes, et puis il suffit de regarder le monde, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder l'état de la planète. Donc il y a un tel décalage, et je pense qu'aujourd'hui ça continue, c'est business as usual. Donc on continue à créer des normes, des rapports, etc. Mais ça se dégrade toujours et de plus en plus. Et je pense que les fenêtres de tir qu'on avait, qui étaient annoncées, on va dire, allez, pour faire simple, on va rester sur 1972, avec les limites à la croissance, le fameux rapport Meadows. Il annonçait qu'on avait une fenêtre de 40 années devant nous à peu près pour essayer de rectifier le tir et puis de
allez, je dis le mot, alors c'est un gros mot, je sais, mais de décroissance, quoi, hein, ou d'accroissance, ou le fait de peut-être d'être dans un univers de suffisance, en fait, être capable de se dire, bon, ben ça suffit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je pense que cette fenêtre de tir, je pense que le secrétaire général de l'ONU, il y a 2 ans, disait qu'il nous restait 2-3 ans, donc voilà, il nous reste peut-être 1 an ou 2, au niveau du climat, au moins, pour agir, et je pense que ce temps a été perdu. Et aujourd'hui, malgré la crise du Covid, je ne pense pas qu'on soit dans des approches de dire, tiens, ben, ok, allez, on ralentit. Au moins, je parle pour nos sociétés, hein, pour les sociétés occidentales. Je pense qu'il y a d'autres pays, et c'était d'ailleurs un des intérêts, à mon sens, du fameux donut dont parlait Delphine, c'est que ce donut, alors il donne un espace très fin finalement entre les limites planétaires et puis les planchers sociétaux. On ne sait même pas d'ailleurs si cet espace existe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays, des études, je pense à des travaux de O'Neill ou de Jason Hickel, montrent qu'il n'y a aucun pays qui est dans cet espace. Mais aussi l'intérêt, c'est que les trajectoires pour aller dans cet espace ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire pour nos pays où on dépasse les plafonds sociétaux, enfin, on est au-dessus des plafonds sociétaux, mais par contre, on explose les limites planétaires. Il y a d'autres pays qui sont en dessous des limites planétaires, mais qui, bien entendu, n'offrent pas à leur population une atteinte de tous les planchers sociétaux. Donc, les trajectoires pour se retrouver dans cet petit espace sont différentes. Donc, quand je parle de décroissance, par exemple, c'est vraiment pour nos sociétés, hein. Donc, toi, tu dis les entreprises devraient toutes immédiatement s'engager complètement dans une vraie RSE qui a conscience du fait qu'il est presque déjà trop tard. Et malheureusement, même avec la prise de conscience Covid, ça n'arrive pas encore. Non, parce que alors là, je pense qu'on rentre dans un débat qui est beaucoup plus finalement politique. Je pense que le système et le système capitaliste dans lequel on est fait que on ne peut que, enfin, si on reste dans ce cadre-là, une entreprise ne peut que croître. Et là, je pense, là, sous ton contrôle en tant que dirigeant, c'est une nécessité. Donc, il y a un choix politique, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur une nécessité de sortir du capitalisme, donc de penser en dehors de ce cadre-là, et pas simplement d'essayer de l'amender, en fait. Delphine, est-ce qu'on peut compter sur toi pour nous donner cette note d'optimisme que j'attends? Alors moi, je suis plutôt une éternelle optimiste, donc je n'ai pas perdu ça. Sur le point Covid, quand même, je pense qu'il y a un vrai raté mondial et politique sur le changement auquel on aurait dû accéder. Pendant le premier confinement, il y a eu en France un certain nombre d'appels à propositions très concrètes, sur lesquels d'ailleurs moi j'avais participé tant que je pouvais. J'avais donné quelques pistes de notre côté. Tout ça, ça a été passé à la trappe. C'est vrai que l'orientation, ce qu'on appelle les fonds verts et les fonds bruns, je crois que c'est ça qu'ils ont donné quand ceux qui étaient en relance économique traditionnelle et ceux qui auraient pu servir à une transition. Le petit fonds vert versus la relance d'économie traditionnelle, et ça c'est vraiment le point pour moi c'est un énorme raté, hein. On est vraiment à côté de la plaque sur le changement qui aurait dû s'opérer à un moment où les gens étaient entre guillemets prêts à se dire faisons autrement. Là, on n'a pas fait, et ça va être très dur de se dire que dans un retour à une vie entre guillemets normale, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais on va dire que si ça arrive un jour, quel autre aiguillon va nous servir pour effectuer ce changement? Dans les formations, on a fait X demandes, les étudiants nous poussent beaucoup. Les écoles devraient changer, c'est la base de tout. Enfin, on devrait tous être en école, entre guillemets, verte, sociale, ce qu'on veut dans le do not, on ne l'est pas du tout. Tous nos enseignements et notre recherche devraient contribuer, ou au moins ne pas contribuer à retourner en arrière, c'est ça. Et on n'y est pas du tout, du tout. Après, un autre optimiste quand même. Oui, c'est ça, j'allais dire ça, c'est pas optimiste. Ça. Non, c'est pas optimiste. Si vous permettez. Richard, c'est optimiste. Non, je pense qu'il y a un optimisme, parce que par rapport à ce que dit Delphine, pour avoir donné quelques cours cette année, par exemple, les étudiants, et
des étudiants, je pense à certains en master, donc qui ont déjà du vécu, une expérience, pour certains qui ont déjà des pratiques professionnelles. Ils sont en attente de ce genre de message. Moi, j'ai eu des étudiants qui me disaient c'est chouette, on parle un peu de décroissance, donc ils veulent, il y a une attente là-dessus, il y a une attente de changer de système en fait. Donc, et effectivement, je pense que ça doit passer par l'éducation et il faut arrimer. Alors, je ne sais pas si c'est un cheval de Troie qu'il faut mettre dans les écoles de commerce ou pas, mais je pense qu'il y a une attente là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une dimension, un optimisme à avoir, parce que je pense que les générations qui arrivent vont questionner tout ça, à mon avis. Nous, on voit ça de notre lorgnette. Je vois beaucoup plus de positifs que de négatifs parce qu'entre guillemets, je ne vois que ça, hein. Le problème de la bulle dans laquelle on est, c'est que je travaille qu'avec des gens qui avancent et que du coup, je ne vois pas forcément ceux qui Oui, bien veulent pas. sûr. Bon. En plus, à Audencia, on a un historique quand même très RSE, mais non, positivement quand même sur mon domaine, parce que moi, on m'a beaucoup rayonné quand même sur mon sujet de comptabilité verte, hein. On m'a dit que ça n'existait pas, que je ne ferais pas de recherche. Enfin, toutes sortes de choses, qu'un cours dessus, non mais jamais. Enfin, j'ai tout entendu dans les premières années, alors que ça fait 3 ans maintenant où il y a une accélération majeure en France et à l'international sur ces sujets-là. Alors, évidemment, tout n'est pas rose, mais quand même, voir des DAF, des directeurs, des CFO de grands groupes se tourner Les vers nous. directeurs financiers. Oui, des directeurs financiers. Oui, oui. CFO, tout le monde ne connaît pas le terme CFO. Oui, oui, non, mais c'est important parce que c'est pas des directeurs de développement durable, c'est pas, voilà, c'est des directeurs financiers venir nous chercher pour transformer leurs équipes. Ça, si on m'avait dit il y a 3 ans que j'aurais la chaire et le MBA aujourd'hui, j'aurais dit non, mais non, dans 10 ans, dans 15 ans peut-être, pas dans 2 ans. Donc, ça, l'accélération, elle est massive. Elle est même exponentielle. Donc, je trouve que c'est quand même des choses intéressantes. On a des associations qui arrivent. Moi, j'ai des demandes quotidiennes. C'est très simple. C'était hebdomadaire il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est quotidienne d'experts comptables, de DAF, d'auditeurs internes qui veulent changer, qui savent que ça leur arrive dessus. Et parce que malheureusement, ben, ailleurs, ça se voit dans les comptes, quoi. Donc, voilà. Pour compléter ça, Delphine, on était en discussion la semaine dernière avec le président de la DFCG, l'association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Il publie cette semaine un livre blanc sur la RSE, justement. Ils sont 3000, il y a 3000 membres de la DFCG, il y en a 200 qui ont répondu, et la DFCG lance un travail sur la logique de RSE. C'est-à-dire que l'association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion s'empare du sujet. Ça vient compléter ce que je disais tout à l'heure concernant les fonds d'investissement, qui certes, pour l'instant, ne s'y prennent pas tous jusqu'au bout et font pour certains uniquement du reporting, mais qui néanmoins ont tous entamé, et tous massivement, entamé une prise en compte des critères ESG, des critères RSE, dans leurs investissements à impact. Alors ça se met en place, c'est compliqué, il y aura probablement des travers, mais effectivement, je rejoins la logique exponentielle. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Voilà. Oui. Nous, on est partenaire de l'IFACI, donc c'est les auditeurs internes, et de la compagnie des commissaires aux comptes. Et effectivement, c'est les premiers à avoir dit il faut que nos professions bougent de gré de force, mais ça, on est en train de se prendre un mur. Il faut qu'on l'attaque, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit moteur là-dessus. Donc, c'est plutôt chouette à voir quand même parce que c'est vraiment un changement radical du début de mon changement de carrière entre contrôleur de gestion et académique sur le sujet, où on avait l'impression d'être des huluberlus. Et quand moi, je parlais à des DAF verts il y a quelques années, on me disait que eux-mêmes, venant aussi, comme moi, du monde de la compta, quand ils passaient de l'autre côté, on se moquait d'eux, derrière les portes et au café. Aujourd'hui, on se moque plus d'eux, évidemment. Ah, bah tiens, tu pourrais venir m'aider. Ah, hein. Donc voilà, on y est quand même. On a Richard qui fait un constat réel, qui n'est pas alarmiste, malheureusement, c'est-à-dire qui dit la réalité. Et j'invite d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder de manière ludique, à aller voir sur YouTube le dessin animé qui s'appelle Sans lendemain, qui est extrêmement bien fait en termes de vulgarisation sur la situation dont parle Richard et pourquoi on va dans le mur, pour ceux qui éventuellement soit en douteraient, soit ont envie de commenter là-dessus. Et Delphine,
qui nous dit il y a des actions. On ne sait pas si elles vont être suffisantes, mais il y a des actions pour pouvoir s'engager, pour que individuellement, chacun puisse prendre en main sa participation à l'amélioration globale pour essayer soit d'aller vers une accroissance apaisée, soit d'améliorer sa propre situation et l'impact de ses parties prenantes. Merci à tous les deux pour cet échange très riche. Et puis peut-être à bientôt pour faire dans quelques temps pour évaluer les progressions, je l'espère, et valider l'optimisme de Delphine. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.